À la fin des années 60, aux États-Unis, le rêve américain est en perte de vitesse. Toutefois, au cinéma, dès les années 70, de nouveaux héros émergent et petit à petit, le font revivre. Mais ce sont dans les années 80 que des héros musclés à bloc déferlent sur les écrans. Mais avant d'entrer dans le vif du cinéma des années 80, il nous faut d'abord revenir en arrière. Dès 1967, la vision d'une Amérique toute puissante se fissure sur de nombreux fronts. D'après l'étude The Confidence Gap, la confiance dans les leaders passe de 42% en 1967 à 28% en 1971. La récession économique due au choc pétrolier, les scandales tels que ceux des Pentagon Papers ou du Watergate, ainsi que la défaite au Vietnam, viennent renforcer la crise de confiance. Mais en 1976, au lendemain de l'affaire du Watergate, les États-Unis se choisissent pour président un candidat qui fait la promesse de ne jamais mentir. Le démocrate Jimmy Carter. The American dream endures. Can our government be competent? Jimmy Carter says yes. Celui-ci rompt avec ses prédécesseurs en menant une politique étrangère bâtie sur les droits de l'homme. Dès sa prise de fonction en 1977, il amnistie les États-Unis qui ont résisté à la conscription au Vietnam. En septembre de la même année, il ratifie un traité qui met fin au contrôle du canal du Panama par les États-Unis et en 1979, il signe avec l'URSS le deuxième accord SALT qui limite l'armement dans le cadre de la guerre froide. Mais pour une partie de la population états-unienne, cette politique d'humilité est ressentie comme une humiliation. D'autant plus qu'en face, les soviétiques se montrent agressifs. En effet, à l'été 1979, la révolution populaire sandiniste, soutenue par l'URSS, provoque la chute de la dictature au Nicaragua. La même année, l'URSS envahit l'Afghanistan. Mais un événement va achever de précipiter Jimmy Carter dans l'impopularité. En novembre 1979, 52 États-Uniens sont pris en otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. En 1980, l'opération militaire Eagle Claw, qui a pour mission de libérer les otages en Iran, échoue lamentablement. Dans l'imaginaire collectif de la population, l'idée selon laquelle les États-Unis sont sur le déclin s'est enracinée. Cet événement parachève la crise de confiance. Toujours selon The Confidence Gap, en 1980, 73% de la population états-unienne se déclare méfiante à l'égard du gouvernement, contre 24% en 1958. Dans ce contexte, les idéaux conservateurs se réaffirment. Et au cinéma, de nombreux films préparent le terrain à ces idées. Dans leur livre Camera Politica, les auteurs Michael Ryan et Douglas Kellner retracent une histoire politique du cinéma états-unien qui décrit la montée et le déclin de la contre-culture à la fin des années 60, la débâcle du libéralisme et l'essor des idées néoconservatrices dans les années 70,
Whatever it is, he should clean up this city here, because this city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. Qui enfin voient dans les années 80 leur triomphe et leur hégémonie. Thank you, Mr. Mayor. Come on, Callahan, let's go. Pour Michael Ryan et Douglas Kellner, dans les années 70, si les films qui préparent ce terrain sont de plus en plus populaires, c'est parce que les aspirations conservatrices le sont de plus en plus. Understand? That's my policy. Yeah, well, when an adult male is chasing a female with intent to commit rape, I shoot the bastard. That's my policy. Le cinéma voit donc la résurgence de modèles socio-sécures, traditionnels et familiers. I love you. Alors que le héros avait été remis en cause, dans les années 70, il fait son retour. Pour Robin Wood, auteur de Hollywood from Vietnam to Reagan, ces divertissements apportent du réconfort. En période de crise, ils permettent une réassurance. Robin Wood considère ces films comme régressifs et infantilisants. Focalisé sur la quête d'un père, il montre des héros individuels dont les accomplissements rendent le monde meilleur. Le critique Andrew Brighton les qualifie de divertissements réganiens car, idéologiquement, ils font partie, selon lui, d'un vaste mouvement de réaction conservatrice. Et certains de ces héros, plus terrestres, vont faire revivre le rêve américain, à l'instar de Rocky, dont le premier opus sort en 1976. Le film Rocky réactualise les mythes du rêve américain. Liberté de choix, mérite et égalité des chances. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Issu d'une famille immigrée d'origine italienne, Rocky Balboa est récompensé parce qu'il adhère aux valeurs américaines. Rocky, do you believe that America is the land of opportunity? Yeah. Il est un héros qui ne doit sa réussite qu'à lui-même. En devenant un emblème de l'apologie du dépassement individuel, le personnage de Rocky revivifie le rêve américain. Le film déploie ainsi une vision conservatrice. Contre l'État-providence, l'individualisme conservateur pourrait remettre sur pied les États-Unis. Tourné au moment de la récession économique, Rocky révèle les peurs et les aspirations des hommes de la classe ouvrière blanche. En montrant un homme qui transcende sa condition, le film offre alors une lueur d'espoir et son succès témoigne de l'aspiration d'une partie de la population à un leadership rédempteur. Rocky mobilise aussi le ressentiment des classes populaires blanches et plus particulièrement des white ethnics à l'égard des minorités raciales. Hey, yo, Mike. Where's my lock? Whose stuff is this in my lock? It's Dipper stuff. It ain't your locker no more. Le terme white ethnics désigne le groupe formé par les descendants d'Européens qui ont immigré aux États-Unis au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Leurs origines ne sont pas anglo-saxonnes et dans la plupart des cas, ils ne sont pas de confession protestante. Durant les années 70, les classes populaires blanches dont les white ethnics ont le sentiment que rien ne va et adhèrent à l'idée selon laquelle elles seraient défavorisées par rapport aux minorités raciales. What's your problem? My problem is I've been talking to your man Mike. I want to know how come I've been put out of my lock. Because Dipper needed it. Dipper's a contender. He's a climber. Do you know what you are? What? A tomato. Me. Yeah, let's face it. I run a business here, not a goddamn soup kitchen. Rocky II, sorti en 1979, exploite à nouveau ce ressentiment et montre les conditions de vie difficiles de Rocky entre soucis financiers et chômage. I'm working hard. I'm doing good. You're real good, but we got to cut back on manpower and you ain't got enough time in, you know? Seniority.
Well, how about if I take a cut and pay, all right? Can't do it. Union rules. Mais les héros ne semblent alors fleurir que sur les écrans de cinéma. Le 15 juillet 1979, Jimmy Carter s'adresse à ses concitoyens dans un discours télévisé particulièrement pessimiste. Quelques mois plus tard, le 13 novembre 1979, le conservateur Ronald Reagan annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Voilà peut-être le héros tant attendu. They tell us we must learn to live with less and teach our children that their lives will be less full and prosperous than ours have been. That the America of the coming years will be a place where, because of our past excesses, it will be impossible to dream and make those dreams come true. I don't believe that. And I don't believe you do either. That's why I'm seeking the presidency. Doté d'un grand sens de l'optimisme qui tranche avec le pessimisme de Jimmy Carter, Ronald Reagan souhaite rétablir le sens de l'histoire. Il prédit un avenir aussi certain que le passé et fait du passé l'avenir. For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again. Ainsi, Reagan s'érige comme le candidat du refus du déclin. Dans sa volonté de restaurer la grandeur des États-Unis, Reagan adopte au cours de sa campagne un ton musclé sur les questions de politique étrangère, notamment à l'égard de l'URSS. We are the leader of the free world whether we want to be or not. And therefore we are the only ones that can preserve the peace. And to do that we must have strength. Il veut apporter, selon ses termes, la paix par la force et accuse son rival d'avoir apporté le déshonneur des États-Unis. Quand Ronald Reagan mène sa campagne, le chômage s'élève à 8%, l'inflation est très forte et l'industrie a perdu des millions d'emplois. Yes, the mighty music of American economic progress has been all but silenced by 4 years of Mr. Carter's failures. Reagan capitalise sur le ressentiment d'une partie de la population qui considère que la crise économique résulte des politiques menées par les libéraux. Ainsi, il fustige l'État-providence qu'il considère comme inefficace et souhaite une réduction des dépenses publiques. It is this incredible increase in spending that has caused inflationary deficits, not low taxes. Mais l'entreprise de restauration passe également par l'affirmation de la supériorité du capitalisme américain que Ronald Reagan qualifie de meilleur modèle. Et pour relancer l'économie, il soutient la politique de l'offre. It is based on recognizing that business and industry in the United States are hamstrung by literally tens of thousands of unnecessary regulations that have added $130 billion to the cost of production in America and have not done one thing to improve productivity in America, and many of them should be eliminated. Dans son narratif des États-Unis, Ronald Reagan flatte l'imaginaire collectif de nombreux États-Uniens. Pour lui, l'histoire des États-Unis est une histoire de lutte continue pour la liberté et le progrès, avec ses héros et ses méchants. Une histoire sanctifiée par Dieu. Selon Walter Fisher, dans un article paru en 1982, Ronald Reagan voit le peuple en termes héroïques. They helped to build that magnificent city across the river. They spread across the land, building other cities and other towns and incredibly productive farms. They came to make America work. They didn't ask what this country could do for them, but what they could do to make this refuge the greatest home of freedom in history. Pour être un héros, il faut contribuer aux objectifs des États-Unis, achever la liberté et le progrès économique. Participer à cette histoire,
permet de servir la grandeur de l'Amérique. Mais si Ronald Reagan suscite tant d'espoir, c'est aussi parce qu'il est une incarnation du rêve américain. Il est parti d'en bas pour devenir acteur, gouverneur de Californie, puis peut-être président des États-Unis. Avec sa carrure, son ranch et la vie qu'il mène en Californie, Reagan incarne aussi le héros de l'Ouest. You wanted law and order in this town. You got it. Et du haut de ses 69 ans, il suscite un sentiment de nostalgie d'une Amérique forte et apaisée, mais fantasmée. Reagan is our projected winner. Ronald Wilson Reagan. Le 4 novembre 1980, Ronald Reagan est élu président des États-Unis. Together, we're going to do what has to be done. We're going to put America back to work again. La classe ouvrière blanche dont une partie des White Ethnics, pourtant habituée à voter pour le Parti démocrate, s'est tournée pour la première fois vers le candidat républicain. Néanmoins, à cette élection, 92% des Noirs et 53% des femmes ont choisi le candidat démocrate. Lors de son discours inaugural, le 20 janvier 1981, Ronald Reagan garantit des rêves héroïques. It is time for us to realize that we're too great a nation to limit ourselves to small dreams. Il se place ainsi dans la lignée des géants dont il est dorénavant l'héritier. George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln. We have every right to dream heroic dreams. Your dreams, your hopes, your goals are going to be the dreams, the hopes, and the goals of this administration, so help me God. Comme l'écrit Régis Dubois dans Hollywood, cinéma et idéologie, Ronald Reagan est alors le père perdu, l'homme retrouvé. Maintenant que l'héroïsme est à nouveau célébré, de nouveaux héros déferlent sur les écrans dans le cinéma d'action. Dans Action Movies, The Cinema of Striking Back, Harvey O'Brien considère le cinéma d'action comme un cinéma de la restauration. Encore traumatisés par la défaite au Vietnam, les États-Unis tentent de retrouver un peu de gloire au travers de l'action. Par leurs exploits, ces nouveaux héros contribuent culturellement à la renaissance nationale promise par Ronald Reagan. Sorti en 1982, Rambo fait oublier les démons du passé. It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off. It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you. And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. Cette réplique du film n'est pas sans rappeler un discours prononcé par Reagan 2 ans plus tôt, lors de sa campagne en 1980. Selon lui, la guerre n'a pas été perdue. Ce sont les bureaucrates qui ont empêché de la gagner. Let us tell those who fought in that war that we will never again ask young men to fight and possibly die in a war our government is afraid to let them win. Qualifié de révisionniste, le deuxième opus sorti en 1985 montre John Rambo retournant au Vietnam. Ce film est révélateur d'une incapacité à accepter la défaite et en réécrivant l'histoire, il participe à l'entreprise de restauration des États-Unis. Même s'il a l'allure d'un hippie, John Rambo est d'abord un anticonformiste hostile à l'État, à la bureaucratie et à la technologie. I don't make the orders. I take them just like you. Le héros des années 80 est héroïque, non pas au mépris de la société, mais des administrations incompétentes et des fonctionnaires bornés qui font obstacle à sa volonté. Mission accomplished. Dans le cinéma des années Reagan, Pascal Fauvet considère ce héros, parfois qualifié de réganien, comme une réactualisation du héros américain. Il
s'inscrit, selon elle, dans l'héritage du héros américain par excellence, John Wayne. Le héros dit réganien défend en effet des valeurs qu'ont portées John Wayne et Ronald Reagan en tant qu'acteurs et hommes publics. Sous l'ère réganienne, l'émergence de ce héros s'accompagne d'un renouveau de la virilité. Well, you work in the woods from morning to night. You laugh and sing and you cuss and fight. Publiquement, Ronald Reagan projetait l'image d'un vrai homme et d'un vrai président. And on a Sunday morning, your pockets are clean. Cette image a souvent été mise en contraste avec celle projetée par Jimmy Carter, qui lui était vu comme un wimp. Mot issu d'une contraction entre weak, faible, et limp, mou. Dans son livre Hard Bodies, Hollywood Masculinity in the Reagan Era, Susan Jeffords revient à ce sujet sur un livre écrit par l'ancien président des États-Unis, Richard Nixon. Dans La vraie guerre, publié en 1980, Richard Nixon condamne les élites libérales et plus particulièrement Jimmy Carter. Il l'accuse d'avoir cédé au communisme et considère que la nation se serait affaiblie à cause d'un président trop mou, trop doux et trop féminin. Susan Jeffords écrit « Les adjectifs de Nixon sont clairement chargés d'un contexte genré. Il préfère les présidents forts, volontaires, qui sont fermes, d'acier, décidés, et discrédite un président affaibli qu'il qualifie de paralysé, dans le sens de castré, indécis, mou, hésitant. » Listen, I don't want a president who's warm on the outside and warm on the inside too. I want one that's warm on the outside, but I want one who, when the tough decisions are made, is cold and tough and will make the right decision without fear of failure. Ainsi, Jimmy Carter n'a donc pas projeté l'image d'un vrai homme. Le déficit de masculinité de Jimmy Carter serait ainsi le signe d'une supposée crise de la masculinité qui serait elle-même à l'origine du déclin des États-Unis. Pour rétablir la nation, il faudrait alors restaurer la masculinité. Avec Ronald Reagan, la masculinité du président des États-Unis, elle, déjà, était restaurée. Nourri par ses rôles antérieurs au cinéma, son image virile est renforcée lorsque le 30 mars 1981, il survit à une tentative d'assassinat. Dans l'histoire des États-Unis, 5 présidents ont été touchés par balle, mais seul Ronald Reagan a survécu. I have a letter with me. Letter came from Peter Sweeney. He's in the 2nd grade, and he said, "I hope you get well quick, or you might have to make a speech in your pajamas." De son côté, l'industrie cinématographique participe également à la restauration de la masculinité. Because you thought of us criminals because of Vietnam. You know why? Because you lost. Dans son livre Remasculinization of America, Gender and the Vietnam War, Susan Jeffords explique que la défaite au Vietnam a été vécue comme une castration et selon elle, les narrations au cinéma autour du Vietnam ont permis une remasculinisation. We're the only hope those POWs have. So we're going back there. En effet, dans ces films révisionnistes, il s'agit de rejouer la guerre du Vietnam et cette fois-ci de la gagner. We categorically deny that there are any living MIAs in the People's Republic of Vietnam. Grâce à ces récits d'où les hommes victimisés ressortent triomphants, le public pouvait à nouveau croire au patriotisme et à la masculinité. Mais dans les années 80, la restauration de la masculinité ne passe pas seulement par le récit, mais aussi par le retour du corps musclé et de sa promotion. Après avoir été délaissé, le corps musclé revient sur les écrans et fait table rase du passé. À travers ce corps mis en mouvement et rendu spectaculaire par le cinéma d'action, le héros incorpore le nouveau triomphe des États-Unis. Son corps s'amalgame avec la politique menée par Ronald Reagan. Dans son livre Hard Bodies, Susan Jeffords rappelle que le corps est un emblème de la nation.
À l'instar d'un drapeau, l'image d'un corps peut servir l'unité d'une nation. Le corps est pris comme la projection de la nation même. Aux États-Unis, la construction de la nation se fait par le biais d'images cinématographiques. Comme l'écrit Jean-Marc Vernier, le cinéma, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est le cinéma. Ces deux continents se recouvrent, se recoupent, s'en mêlent. Depuis longtemps, l'Amérique s'exprime dans le cinéma, par le cinéma, et ne peut se percevoir en dehors d'images cinématographiques. Dans les années 80, la restauration de la nation se fait par la fabrication et la diffusion d'images cinématographiques de corps virils, modelés par des pratiques corporelles, dont le culturisme. Confiné à la marginalité et à l'étrangeté, le culturisme se démocratise dans les années 80. Selon Guillaume Vallet, cette pratique permet de performer la masculinité. Le corps bodybuildé est alors perçu comme un moyen permettant d'apparaître maximal dans un monde en profond changement où la masculinité traditionnelle serait menacée, notamment par le féminin. La série des Rambo illustre l'évolution de l'imagerie du corps durant la présidence de Ronald Reagan. En mettant en contraste le corps musclé de Rambo au corps mou des fonctionnaires de police, le premier opus rappelle l'opposition entre Ronald Reagan et son prédécesseur. Les corps des fonctionnaires de police sont des corps masculins mous, inadéquats, non préparés, affaiblis et incapables de rivaliser avec le corps musclé et préparé de John Rambo. What the hell's the matter with you guys? He's one man. He's wounded. Those Green Berets, they're real badasses. Ils sont le produit de l'Amérique cartérienne qui aurait répudié ses héros. Le film montre ainsi la dégradation nationale au travers du corps. Dans ce premier opus, John Rambo a le corps meurtri et ses ennemis cherchent à le modeler. Mis à l'épreuve, son corps permet de mesurer sa force et son pouvoir. Rambo raconte ainsi les transformations promises par Ronald Reagan. Lorsque Rambo 2 sort en 1985, John Rambo est populaire et Ronald Reagan l'est également, puisqu'il a été réélu l'année précédente pour un deuxième mandat. Do we get to win this time? This time it's up to you. Dans ce deuxième opus, l'opposition entre corps musclé et corps mou n'est donc plus de mise. Ici, la force de John Rambo est incontestable. Il est encore plus musclé, plus fort et plus endurci. Cependant, un seul personnage est plus musclé que John Rambo. Yushin, le sergent soviétique. Pendant que les corps états-uniens sont devenus mous sous la présidence de Carter, ceux des soviétiques se sont endurcis. Rambo 2 fonctionne donc comme une mise en garde et montre la nécessité de produire des corps endurcis, musclés, pour maintenir la puissance des États-Unis face à l'URSS. Dans Rambo 3, sorti en 1988, John Rambo se bat pour la nation tout entière. Le film prend pour cible la prise de contrôle de l'Afghanistan par les Soviétiques en 1979, qui a eu lieu sous la présidence de Carter. This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Genghis Khan, then the British. Now Russia. Dans ce film, John Rambo est supérieur, même à Dieu. One man against trained commandos. Who do you think this man is? God. Oh, God would have mercy. He won't. It's the last village in the valley. Les Afghans portent d'ailleurs sur John Rambo et son corps un regard plein de fascination. Ces regards témoignent de l'attitude infantilisante et paternaliste des États-Unis
vis-à-vis du tiers-monde qui devrait son salut grâce à l'intervention américaine. I never see men look like you. Par ce corps, la puissance des États-Unis à travers le monde et face à l'URSS est donc restaurée. Mais restaurer la nation des États-Unis, c'est aussi restaurer le capitalisme. En plus du renouvellement de la masculinité, le retour du corps musclé est aussi l'expression d'un capitalisme renouvelé. Après le choc pétrolier de 1973, le capitalisme connaît une nouvelle crise. Comme l'expliquent Luc Boltanski et F. Chiapello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, le capitalisme surmonte la crise d'hégémonie en intégrant dans son logiciel les critiques faites à son encontre afin de former un nouvel esprit du capitalisme. Le capitalisme entre donc dans sa phase néolibérale et se pare de nouvelles valeurs inspirées de l'esprit contestataire de la fin des années 60. Une autre dimension séduisante du néo-management est la proposition faite à chacun de se développer personnellement. Les nouvelles organisations sont censées solliciter toutes les capacités de l'homme qui pourra ainsi s'épanouir pleinement. Des coachs accompagneront les personnes dans cette entreprise et tout sera mis en œuvre pour qu'elles se connaissent mieux et découvrent ce dont elles sont capables. Le nouveau modèle propose une vraie autonomie, nous dit-on, fondée sur une connaissance de soi-même et un épanouissement personnel. Cette logique néolibérale d'individualisation est à l'œuvre dans la relation au corps dès les années 80. À travers les pratiques corporelles, il s'agit de se personnaliser et de se réaliser. Ainsi, de nombreuses techniques de management du corps fleurissent à l'ère des années 80 et comme l'écrit Jean-Jacques Courtine dans Les Stakhanovistes du narcissisme, chaque individu devient le gestionnaire de son propre corps. Imprégnée d'une logique capitaliste, la pratique culturiste fait du corps une propriété privée, mais aussi d'un capital qu'il faut faire fructifier. Selon Taina Kinnunen et Guillaume Vallet, la pratique culturiste repose sur l'idéologie d'une croissance illimitée des muscles, débarrassés de tout poids inutile, la graisse. La valeur travail domine donc cette pratique. Le corps est à la fois l'instrument de travail, mais également le résultat de ce travail. Il devient ainsi un lieu de dépassement de soi. Pour désigner le corps du culturiste, Jean-Jacques Courtine parle d'érection permanente du corps. Dans un champ concurrentiel et compétitif, le muscle permet d'affirmer sa puissance. Cette logique traverse le parcours légendaire du plus célèbre culturiste du cinéma, Arnold Schwarzenegger. Autrichien d'origine, Arnold Schwarzenegger se rend en Californie en 1968, frontière ultime des États-Unis. Mais pour réaliser son rêve américain, Arnold Schwarzenegger repousse d'autres frontières, celle de son corps. The body
is not used to maybe the 9th, 10th, 11th, and 12th rep with a certain weight. So that makes the body grow then, going through this pain barrier, experiencing pain in your muscles and aching, and just then go on and go on and then go on. And this last 2 or 3 or 4 repetitions, that's what makes actually the muscle then grow. And that divides then one from a champion and one from not being a champion. If you can go through this pain barrier, you make it to be a champion. If you can't go through, forget it. Dans son cas, la réussite du rêve américain passe par le muscle et sa construction. Sa volonté était alors d'être une statue vivante du rêve américain. Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone ont été les 2 icônes à incarner cette masculinité retrouvée. Cependant, leur filmographie diverge du fait que leurs corps servent des narrations différentes. What are we waiting for? Take this! Dans ses rôles, Sylvester Stallone incarne le héros en devenir. Le corps sert de moteur narratif. Sa transformation témoigne de l'évolution du personnage. Pour se réaliser, le héros en devenir travaille dur et souffre. Ainsi, force et vulnérabilité dialoguent dans le processus d'héroïsation. Well, the truth is, sometimes I do get a little scared, When I'm in that ring and I'm really getting hit on, and my arms hurt so much I can't even lift them. And I'm thinking, God, I wish this guy would hit me on the chin so I don't feel nothing anymore. Then there's another side that comes out that isn't so scared. It's another side that, wants to take more. Wants to go that one more round. Because going that one more round when you don't think you can, that's what makes all the difference in your life. Your name? Dans Rambo, les scènes de blessures originelles sont des moteurs à l'action. Quand dans Rocky, la dureté de la vie endurcit Rocky Balboa. Le visage tordu de Sylvester Stallone, dû à une paralysie faciale, se prête d'ailleurs particulièrement bien à ces figures martyrologiques. Le corps des héros qu'il incarne est fait de chair. Il saigne, transpire. La masculinité se construit en effet en proportion de la violence subie par le corps, et au fil de leurs opus, les séries Rambo et Rocky dévoilent un corps de plus en plus musclé. Dans les films de Sylvester Stallone, la réussite du rêve américain passe donc par le corps, le sport ou la discipline militaire. D'autres films de la même période montrent une réussite du rêve américain par le corps, la danse ou les arts martiaux. Philadelphia salutes its favorite son, Rocky Balboa. Mais les figures incarnées par Sylvester Stallone sont également tournées vers les valeurs états-uniennes du passé. Lorsqu'il rédige le scénario de Rocky, Sylvester Stallone souhaite en effet rendre hommage aux héros dits populistes des films de Frank Capra. This nation under God shall have a new birth of freedom. Incarnation du rêve américain, lorsqu'il doute, ces héros viennent se ressourcer aux valeurs fondatrices des États-Unis. Can't quit now, not you. Remember the first day you got here? Remember what you said about Mr. Lincoln? You said he was sitting up there waiting for someone to come along. You were right. He was waiting for a man who could see his job and sail into it. That's what he was waiting for. A man who could tear into the tailors and root them out into the open. I think he was waiting for you, Jeff. Frank Capra n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à l'égard de Rocky, qui se déroule à Philadelphie, ville où a été rédigé en 1776 le texte d'indépendance des États-Unis. John Rambo, lui, est un corps en contact étroit avec l'esprit de la frontière avec un grand F. Pour rappel, la frontière est un mythe fondateur de l'identité nationale états-unienne.
Formulée en 1893 sous la plume de l'historien Frederick Jackson Turner, la frontière est selon Anne-Marie Doux cet espace hostile à l'homme civilisé qui semble au premier abord plus forte que l'homme civilisé. Peu à peu, celui-ci s'adapte au milieu sauvage et finit par le transformer. L'interaction qui se joue entre l'homme civilisé et la nature sauvage transforme la nature même de l'homme civilisé. En résulte un produit nouveau transformé et proprement américain. Ce mythe a colonisé l'imaginaire collectif américain, et ce jusqu'à des films comme Rambo. À la jonction de ce point de rencontre entre la civilisation et la sauvagerie qu'est la frontière, John Rambo s'inscrit dans l'héritage des pionniers tels que Daniel Boone ou encore Davy Crockett. En plus de naturaliser l'individualisme, le contact du corps avec la nature est également le signe d'une hostilité à l'égard de la technologie. Besides monitoring devices you see here, you'll be issued every ultra-modern piece of equipment we have to ensure your safety. Rambo, you can feel totally safe because we have the most advanced weapons in the world available to us. I've always believed that the mind is the best weapon. La puissance technologique est en effet associée à l'URSS. Dans Rocky IV, le corps d'Ivan Drago, homme-machine aidé de la technologie, témoigne de cette association de l'imaginaire. Mise en parallèle et en opposition avec la masculinité soviétique technologisée, la masculinité américaine de Rocky est montrée comme plus naturelle et authentique. Arnold Schwarzenegger, quant à lui, est un héros né, d'emblée invincible. Invulnérable, son corps sert à protéger les faibles. C'est seulement dans Predator qu'il trouve un ennemi à sa hauteur. Pour Jérôme Homsilovitch, auteur de Prodige d'Arnold Schwarzenegger, la pratique culturiste dont Schwarzenegger est un produit descend directement du freak show. Les culturistes sont de purs monstres dont la performance ne consiste plus qu'à s'offrir au regard. Selon lui, Arnold Schwarzenegger est de l'ordre du monstre entre Douglas Fairbanks, l'athlète positif et invincible, et Boris Karloff, corps éternellement étranger. Contrairement à Sylvester Stallone, sa filmographie ne s'est pas faite l'étendard du rêve américain, même s'il l'a incarné en tant qu'homme public. Comme l'écrit si bien Jérôme Homsilovitch, il n'a pas eu besoin de le jouer, c'était le rôle de sa vie. Well, when I went to America and I got into acting, everybody wanted me to change my name because people started saying Schwarzenschnitzel and Schwarzenheimenplemen. Nobody could pronounce it, so they said, just call it Schwarz or call it something different, but not Schwarzenegger. But I felt that they were complaining about everything about me, not just about the name. They say you have a strange body, you have a strange accent, you have a strange name, forget it. You will never make it in movies. And I kept all of those things. I still have a strange accent, a strange name, and a strange body, and so I'm doing well with my movies. Avec son corps démesuré qualifié d'étrange par les agents artistiques qu'il rencontre à ses débuts, son phrasé particulier et son accent, Arnold Schwarzenegger est davantage situé du côté de l'altérité. How about Galaxy? Now, sir, Mr. Galaxy? Listen, I don't care about these titles. But if I win this one, I could make enough money to pay Thorpe all the debts I owe him. What kind of debts? He's the one who brought me over here from Austria. Toujours selon Jérôme Homsilovitch, son incongruité l'a ainsi cantonné à des rôles d'autres. De guerriers imaginaires, d'immigrés. Where are you from? Austria. De machines. De soviétiques. Vincent's brother. D'artefacts. We're twins. De rêves. Sorry, Quaid. Your whole life is just a dream. Ou de personnages échappés de la fiction. Les figures qu'il incarne sont davantage tournées vers la technologie, la science et le futur. À l'ère réganienne, ces deux icônes ont été complémentaires,
Car d'après Jérôme Momcilovic, la mythologie de Reagan se déploie elle-même à l'exacte conjonction d'un élan nostalgique et d'un autre résolument tourné vers le futur. En 1985, en URSS, Mikhail Gorbatchev accède au pouvoir. Ronald Reagan, qui entame son deuxième mandat, veut s'ouvrir aux dirigeants de l'URSS avec la ferme intention de poursuivre le désarmement. Les sommets bilatéraux entre les États-Unis et l'URSS reprennent donc. Ce tournant dans la présidence de Reagan suscite l'effroi parmi les plus conservateurs du camp républicain. Ce relâchement des tensions contribue à la popularité de Reagan dans la population. Même en URSS, il devient très populaire. Peu à peu, le spectre de la guerre nucléaire totale s'éloigne. Puis avec le scandale de l'affaire Iran-Contra, l'ingérence des États-Unis en Amérique centrale, l'augmentation du taux de criminalité, mais aussi du sans-abrisme, le néoconservatisme commence à perdre en hégémonie dès 1987. Selon Michael Ryan et Douglas Kellner, la production cinématographique, certes avec ses limites, en témoigne. Il cite à titre d'exemple des films tels que Blue Velvet, La couleur pourpre, Wall Street, Full Metal Jacket, parmi tant d'autres. Dans ce contexte, le cinéma montre des corps moins hypertrophiés et la masculinité maximale se fissure. En jouant sur les codes du film d'action qu'il mêle à ceux de l'horreur et de la science-fiction, Predator déconstruit le héros des années 80. Dans ce film, un commando de militaires est traqué par une créature extraterrestre. Après avoir affronté la créature, le seul survivant de cette traque, en état de sidération, n'a plus rien d'héroïque. Si Michael Ryan et Douglas Kellner considèrent à ce moment-là que l'ère du héros est révolue, Susan Jeffords est quant à elle plus nuancée et considère qu'à nouveau, le héros se renouvelle. Dans Robocop, sorti en 1987, le corps musclé, ici mécanique, ne suffit plus et se redéfinit en termes émotionnels. Murphy had a wife and son. What happened to them? S'il n'a pas de mémoire, de souvenirs de famille, de douleur et d'amour, le corps musclé est insuffisant. C'est lorsqu'il retrouve son identité et donc son humanité que Robocop devient un héros. I can feel them. En montrant le triomphe de l'individualisme humain sur sa réplique robotique, Robocop travaille donc à la définition d'une nouvelle identité du héros masculin. Nice shooting, son. What's your name? Murphy. Mais alors que la fin du deuxième mandat de Ronald Reagan approche, des interrogations inquiètes se dessinent. Comment assurer la continuité de la révolution néoconservatrice au-delà des mandats de Ronald Reagan? Le vice-président George Bush va-t-il lui succéder et poursuivre son œuvre? Ces craintes avaient déjà surgi dans les esprits lors de la tentative d'assassinat de Ronald Reagan en 1981. Révolution et continuité ne s'opposent pas, mais au contraire s'imbriquent. Les idées portées par la révolution réganienne devaient s'étendre au-delà de Ronald Reagan lui-même. Ainsi, pour Susan Jeffords, des films évoquent cette question de la révolution et de sa continuité, en montrant des personnages qui prennent conscience de leur relation avec leur père. I was a wonderful father. Did I ever tell you to eat up, go to bed, wash your ears, do your homework? No, I respected your privacy and I taught you self-reliance. Déjà dans Star Wars, si Luke Skywalker ne connaissait pas sa filiation, I am your father. Le monde courait à sa perte. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. La restauration des liens père-fils se fait donc dans l'intérêt de la communauté. Oh, honey, your first novel.
Like I've always told you, you put your mind to it, you can accomplish anything. Oh, Marty! Mais aussi de la nation. Néanmoins, restaurer la figure du père n'est pas suffisant. Le fils doit également développer ses propres capacités sous le mentorat du père. Dans la série de films Rambo, une relation se construit entre un fils et son père de substitution. Dans le premier opus, John Rambo est subordonné au colonel Trotman. I've come to get my boy. Your boy? I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years. I'd say that makes him mine. Unique modèle paternel valable pour John Rambo, le colonel Trotman est le seul à pouvoir le contrôler. Dans Rambo 2, John Rambo a plus d'autonomie. I want the rescue team ready to go in 1 hour. You're risking your career, your reputation, even your family's security. Son père de substitution, castré par le bureaucrate Murdoch, voit son pouvoir décliner. Do I get the rescue team or do I go over your head? You don't seem to understand something. I'm in charge here. You're just a tool. Dans Rambo 3, une inversion des rôles s'opère par rapport au premier opus. C'est le fils qui sauve le père. Trotman n'est plus le mentor de John Rambo, mais son égal et un ami. What are friends for? C'est d'ailleurs au tour de John Rambo de devenir père lorsqu'il est adopté par un enfant afghan. I see you again. Pour Susan Jeffords, Rambo 3 raconte en filigrane la transition entre Ronald Reagan et George Bush. En tant que vice-président, George Bush était alors le subordonné de Ronald Reagan. Mais lorsque le troisième opus sort, Bush fait alors campagne pour être président. I will keep America moving forward, always forward, for a better America, for an endless, enduring dream and 1,000 points of light. This is my mission, and I will complete it. Il est à ce moment-là moins le subordonné de Reagan, mais davantage son égal. Diminué par le scandale Iran-Contra et une mémoire défaillante, Reagan finit par passer les manettes de la Maison-Blanche à George Bush, élu président en 1988. C'est la première fois depuis 1836 qu'un vice-président succède à un président. Cette élection confirme le succès de Ronald Reagan, malgré les scandales dont l'affaire Iran-Contra. En effet, lorsqu'il quitte le pouvoir, 68% des Américains approuvent son action globale, 71% son action en matière de politique étrangère et 62% dans le domaine économique. Une fois élu, George Bush a tout de même la volonté de se distancier de son prédécesseur. Même s'il était son vice-président, George Bush n'a jamais fait partie du cercle proche de Ronald Reagan, car trop modéré et pas assez californien. Ils incarnaient l'un et l'autre deux facettes du parti républicain, l'individualisme populiste pour Ronald Reagan et l'élitisme entrepreneurial pour George Bush. Durant sa présidence, George Bush doit composer avec l'héritage de Ronald Reagan. Dès sa campagne, il tente de concilier l'image d'un commandant en chef ferme et dur avec celle d'un bon père de famille qui se soucie des gens. I'm a quiet man, but I hear the quiet people others don't. The ones who raise the family, pay the taxes, meet the mortgage. And I hear them, and I am moved. The president, the heart, the soul, the conscience of the nation. Ces deux images qui semblaient naturelles et en accord chez Reagan ont du mal à coexister chez Bush. Toutefois, et il est important de le rappeler, l'image de leader naturel de Ronald Reagan était très éloignée de la réalité, comme l'explique Françoise Coste dans sa biographie sur Reagan. Décrit comme fainéant par Françoise Coste, il avait de fortes lacunes sur de nombreux dossiers, notamment en matière de politique internationale,
en plus de ne pas savoir diriger ses équipes. Si Ronald Reagan a été considéré comme un acteur de cinéma médiocre, c'est néanmoins dans le rôle de président des États-Unis qu'il a su livrer sa meilleure prestation. George Bush, lui, doit se forcer à jouer ce rôle. Contrairement à son prédécesseur, il ne parvient pas à projeter de persona. Ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, directeur de la CIA et dirigeant dans le pétrole, George Bush est alors plus habitué à être un homme de l'ombre qu'un personnage public. En 1991, avec l'effondrement de l'URSS, la menace communiste disparaît. Déjà altérée dès le deuxième mandat de Reagan, la masculinité maximale devient désormais obsolète et le corps du héros se déplace. Il quitte en effet l'imaginaire de la politique étrangère de l'ère Reagan pour un imaginaire domestique. Sous l'ère Bush, la masculinité se renouvelle en s'articulant autour des valeurs familiales. D'après le rapport Yankelevich paru en 1989, pour les Américains, être un homme, c'est subvenir aux besoins de sa famille. Un an plus tard, l'ouvrage masculiniste L'homme sauvage et l'enfant rencontre le succès en librairie. Dans ce livre, Robert Bly invite les hommes à redéfinir leur masculinité qui serait en crise sous l'influence d'une société qui priverait les enfants de leur père. Au cinéma, des films se mettent à capitaliser sur cette sensibilité. Le héros retourne aux valeurs familiales et son corps musclé sert à protéger la famille. Assurer le bonheur familial, c'est aussi assurer la sécurité nationale. Ce changement est manifeste dans la filmographie d'Arnold Schwarzenegger. Des nouveaux rôles modifient sa persona. D'abord dans Jumeaux, puis dans Un flic à la maternelle. Dans ce film, Arnold Schwarzenegger incarne d'abord le héros caractéristique des années 80. John Kimball, un flic brutal et déterminé, dont l'allure n'est d'ailleurs pas sans rappeler le Terminator. My name is John Kimball. Mais par la suite, il s'infiltre comme instituteur dans une école maternelle pour retrouver un criminel. I would like to just get to know you. Ce lieu permet l'apprentissage d'une autre masculinité. If you were a bird and lived on high, you'd lean on the wind when the wind came by. Il tisse des liens avec une institutrice de la même école et son fils. Yeah, I'll show you where the wood is. All right. Divorcé, il ne veut pas perdre cette nouvelle famille. Leave me alone! I lost my family. I should never have let it happen. Why are you telling me all of this? I don't want to lose you. En parallèle, il devient aussi une figure paternelle de substitution de ses élèves, dont les pères sont soit absents car divorcés, soit défaillants. My dad doesn't live with us anymore. He lives in New York and drives a taxi. My dad watches TV all day long. My dad's divorced. My mom's divorced. Désormais, le héros des années 80 veut devenir un père. Hi, kids. Mr. Kimball! Ces récits révèlent rétroactivement des sentiments cachés sous la violence du héros des années 80. Il n'apprend plus à se battre, mais à aimer. Terminator 2 opère la même transformation. Dans le premier opus, Terminator est une machine à tuer déshumanisée. Mais dans sa suite, sortie en 1991, la technophobie disparaît et Terminator s'humanise en devenant le père de substitution de John Connor. Here. Wish I could have met my real dad. Terminator 2 procède ainsi à une inversion des rôles. Ce processus s'applique également au personnage de Sarah Connor. Faible et apeurée dans le premier volet,
Sarah Connor devient intrépide et déterminée dans Terminator 2. Mais en même temps, elle oublie d'aimer son fils. Dans un aveu d'échec d'être une guerrière, elle se rappelle qu'elle est une mère. Men like you thought it up. Terminator devient un père, mais prend également la place de Sarah Connor qui est délégitimée en tant que mère. You don't know what it's like to really create something, to create a life. Feel it growing inside you. All you know how to create is death and destruction. Mom! We need to be a little more constructive here, okay? Cette évolution des rôles d'Arnold Schwarzenegger s'explique aussi par des changements d'ordre privé. En 1986, il épouse celle avec qui il forme un couple très médiatique, Maria Shriver, et fonde une famille avec. Schwarzenegger se lance également dans la politique dès 1990 et ses rôles permettent d'adoucir son image. Jusqu'en 1993, il occupe la fonction de président du Conseil sur le conditionnement physique et les sports. But you're never done, because you should make physical fitness a regular part of your life. Why? Because it makes you feel great and you get fit. And because I say so. So hasta la vista, baby. And remember, I'll be back. If I lost Dominic, I don't think I could go on living. Sous l'ère Bush, le corps du héros s'intériorise davantage et la paternité permet de dépeindre des émotions masculines. See, come on, that's it, relax. I'm just nervous. Okay, 1, 2, 3. Le héros devient plus ordinaire, humain et vulnérable. Par contre, l'idéologie, elle, se maintient. Dans Die Hard, John McClane a pour ennemi non seulement des terroristes, mais aussi des fonctionnaires incompétents, rendus responsables de la situation. Is that him? Yes, sir. Now you listen to me, mister. I don't know who the hell you think you are or what you're doing, but you just destroyed a building. Now we do not want your help. Is that clear? We don't want your help. I've got 100 people down here and they're covered with glass. Glass? Who gives a shit about glass? Who the fuck is this? This is Deputy Chief of Police Dwayne T. Robinson, and I am in charge of this situation. Oh, you're in charge? Well, I got some bad news for you, Dwayne. From up here, it doesn't look like you're in charge of jack shit. Dans le contexte post-guerre froide, les valeurs familiales ne sont pas un héritage isolé de la rhétorique de Ronald Reagan, mais le pivot d'une redéfinition du conservatisme. Si le héros musclé est devenu un emblème de l'ère Reagan, la décennie a évidemment vu une multiplicité de héros et de corps dans des productions diverses et variées, parfois indépendantes, à petit comme à gros budget. Mais ces héros, très différents les uns des autres, ont ceci de commun. Parce qu'ils incorporent les logiques et les rapports d'un monde, tous sont des corps politiques.